Bonjour à tous et merci de regarder le journal de RTI 1. La ministre de la Santé a donné un dernier avertissement contre les raquettes dans les centres de santé. Elle veut en finir avec ces pratiques dans les établissements sanitaires. La ministre Raymonde Goudou Kofi a saisi l'occasion d'une rencontre avec les responsables des centres de santé pour faire une dernière mise en garde contre les agents véreux. Michel Digré nous en parle. Le diagnostic établi par le ministre Raymonde Goudou Kofi, après avoir sillonné les centres de santé de Côte d'Ivoire, est critique. Les structures sanitaires sont gangrénées par le racket et la fraude. Trop de faits déplorables me parviennent, des faits regrettables, voire indignes de notre corporation. Et cela doit nous interpeller quotidiennement. Si je dois commencer à citer tout ce qui se passe, dont j'ai été moi-même parfois témoin vivant, je vous assure qu'on ne sortirait pas d'ici ce matin. Il faudra mettre des matelas. Pour éradiquer ces maux dans les hôpitaux, le ministre de la Santé entend opérer un traitement de choc. Nous allons briser les différents cartels, ça je le dis. Nous sommes décidés, nous allons briser les différents cartels, aussi bien au niveau de la chaîne du médicament qu'au niveau même des infrastructures sanitaires. Rien ne justifie que l'on raquette un malade alors que l'on sait pertinemment que la guérison d'un malade, l'accueil, n'est-ce pas, contribue à pratiquement 50% dans la guérison d'un malade, de quelqu'un qui franchit les portes d'un hôpital ou d'une structure sanitaire. La pilule sera certainement difficile à avaler pour les agents véreux, mais le ministre de la Santé a été ferme. Les prescriptions mentionnées sur l'ordonnance doivent être suivies à la lettre dans tous les établissements sanitaires. Rigueur, professionnalisme et probité sont à appliquer au quotidien. Sur les 500 enseignants à postuler, l'État va retenir 220 enseignants-chercheurs pour combler le déficit d'enseignants dans l'enseignement supérieur, les filières concernées, les sciences sociales, juridiques et informatiques. On en parle avec Serge Gongoma et Chantal Akmana. Sur un besoin de 2284 enseignants exprimé par les universités et grandes écoles publiques, ce sont finalement 220 qui seront mis à la disposition de ces établissements au terme de cette session de recrutement. Le recrutement concerne les universités Peleforo Gon Koulibaly, Korogo et puis Jean-Laurent Guédé d'Aloa. En plus de ces deux universités, il y avait les trois anciennes, les 220 postes. Dans les 220, dont 200 pour le recrutement nouveau, c'est-à-dire ceux qui veulent entrer dans la fonction publique la première fois, et puis 20 en glissement catégoriel, c'est-à-dire qu'ils sont déjà fonctionnaires, mais ils changent de catégorie. Sont concernés par ce recrutement les enseignants locaux et ceux de la diaspora. Ils doivent déposer des diplômes de haut niveau. Il faut avoir un doctorat ou un PhD ou un niveau équivalent. À défaut, lorsque les besoins des structures se font sentir, peuvent recruter aussi des ingénieurs de conception. Les disciplines prioritaires sont par exemple le droit, les sciences économiques, où nous avons des déficits extrêmement importants. L'occasion de cette rencontre avec le corps enseignant a permis au directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur de rappeler à l'ordre ceux d'entre eux qui ne sont pas à leur poste et qui sont pourtant payés par l'État. Démarrée ce mardi, la session de recrutement de nouveaux enseignants prendra fin ce mercredi après des travaux en commission et en plénière. Une plateforme pour aider les élèves à faire le bon choix. Le salon de l'orientation ouvert hier au plateau s'inscrit dans cette dynamique. Il s'adresse aux bacheliers, aux non-bacheliers, aux élèves et parents d'élèves. Le salon prend fin ce mercredi. Patricia Oumouetia. Le salon de l'orientation est la grande messe annuelle des universités, des grandes écoles et des spécialistes de l'orientation. L'orientation a toujours effrayé les parents, mais depuis plusieurs années, ce sont les jeunes eux-mêmes qui s'interrogent sur leur devenir. En fait, je veux me spécialiser un peu dans le droit. Donc, je suis venu pour qu'un conseil approprié puisse en tout cas vraiment me donner des conseils, pour que je ne puisse pas vraiment être perdu dans mon orientation.
Pour le président en organisation du salon, l'intérêt des parents et des élèves pour les problématiques d'orientation sont croissants. Les préoccupations se manifestent toujours avant le deuxième trimestre de l'année scolaire, ce qui est déjà tardif. Nous voulons offrir aux parents, à tous ceux qui ont eu le bac, à tous ceux dont les enfants n'ont pas pu avoir le bac et à tous les étudiants de tous les niveaux, donc, de pouvoir avoir un large éventail d'informations, de sorte à pouvoir mieux s'orienter et éviter bien évidemment qu'il y ait une orientation, je dirais, fatalement faussée. Les spécialistes de l'orientation indiquent que c'est le moment de venir opérer les bons choix. J'ai reçu une même qui n'a pas le bac, qui m'a dit qu'elle a fait 4 fois le bac, ça n'a pas marché, mais elle ne sait vraiment pas quoi faire. Et quand j'ai essayé d'échanger avec elle, vraiment elle s'est sentie rassurée. Pendant les 2 jours que dure le salon, plusieurs temps forts vont meubler la manifestation, notamment une cérémonie de distinction des bacheliers 2013 avec à la clé des bourses d'études et des comptes bancaires. Les gestionnaires des systèmes d'information de l'administration ivoirienne sont à l'école de la Société nationale de développement informatique. Ce renforcement de capacité va permettre à ces cadres de l'administration de maîtriser les subtilités de la planification et de la budgétisation des projets informatiques. Adama Kone. Faire des directeurs des systèmes d'information de l'administration publique des gestionnaires autonomes manipulant aisément aussi bien l'outil informatique que les dossiers de financement. Telle est la motivation de la Société nationale de développement informatique, SNDI, en organisant la 5e session du cadre de concertation SNDI-DSI, directeur des systèmes d'information. Ces responsables informatiques ont renforcé leurs connaissances en planification, budgétisation et financement des projets informatiques. Ainsi outillés, ils doivent être plus alertes dans la défense de leurs dossiers lors des conférences budgétaires et face aux organismes internationaux de financement. La Société nationale de développement informatique compte participer à travers ces sessions à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 en positionnant les outils des technologies de l'information et de la communication comme moteur de développement. Une réunion des raffineurs africains sur la réglementation se tient à Abidjan au siège de l'Association des raffineurs africains. Ces raffineurs réfléchissent sur la réglementation de l'aval pétrolier. Les explications avec Hugues Eveblé. Réunis à Abidjan, les spécialistes du contrôle des prix des produits pétroliers, de ce que produisent les raffineries, ont pour préoccupation essentielle la mise en commun d'expériences diverses. Viser une bonne pratique dans le domaine de la distribution et des prix des produits pétroliers. La formation des prix pétroliers. Chaque pays a sa propre politique et je crois qu'aujourd'hui c'est un peu échanger sur ce thème-là, faire partager les meilleures expériences et voir comment il est possible, parce que finalement c'est la meilleure solution, d'appliquer partout où c'est possible de le faire la vérité des prix. Promouvoir l'échange positif d'expériences entre ses membres et améliorer leurs performances techniques et économiques, c'est l'une des missions principales de l'Association des raffineurs africains. Dans cette logique s'inscrit la rencontre d'Abidjan de son groupe de travail Régulation. Elle offre aux spécialistes des différents pays d'échanger les bonnes pratiques en ce qui concerne la régulation dans le domaine du pétrole. Pas exclu de bonnes pratiques communes à tous. Oui, c'est possible parce qu'il y a quelques années, à Dakar, il y a eu la déclaration de Dakar qui a voulu que l'on produise de l'essence sans plomb. Et aujourd'hui, effectivement, tous les pays africains commercialisent actuellement, disons, de l'essence sans plomb. Et donc, on est arrivé à avoir cette politique commune. Les travaux du groupe de travail à régulation de l'Association des raffineurs africains, ARA, à Abidjan, vont durer 2 jours. Nouvelle dénomination, nouveau conseil d'administration, la CEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État, est devenue l'institution de prévoyance sociale. Le nouveau président du conseil d'administration et le directeur général ont été installés. On en parle avec Chantal Akandan. Depuis le 18 avril 2012, un décret portant création de l'institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-CEGRAE, a été signé par le président de la République. Son objectif, réformer l'ensemble des tests de la gestion des pensions publiques. Ce processus de réforme
a abouti ce lundi à l'installation de son tout premier conseil d'administration au siège de l'institution au Plateau. Notre priorité première, pour ainsi dire, c'est d'assurer le bien-être des assurés. L'IPS Ségraeux a désormais une autonomie de gestion administrative et financière. Cela vient améliorer la gestion des prestations sociales et la qualité du service à ses assurés sociaux. Nous sommes tout à fait contents pour ce qui se passe et pour que aujourd'hui, lorsque vous allez à la retraite, les mois qui suivent, vous avez vos pensions. Et ça nous fait plaisir. Je pense que cela rentre dans le cadre de la nouvelle organisation. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Nyamien Konan, a salué cette restructuration qui, selon lui, va améliorer les procédures de traitement de dossiers de pension dans ses services. Tout en procédant à l'installation du conseil d'administration, le ministre d'État, Dosso Moussa, a souligné que la gestion de l'IPS Ségraeux sera axée sur une culture de bonne gouvernance et de résultats. La question de la retraite est essentielle pour la cohésion sociale. C'est pourquoi le gouvernement veillera à ce que la réforme du système des pensions publiques, ainsi effectuée, porte tous ses fruits et profite à tous les assurés sociaux. Cette réforme moderne, qui marque le démarrage des activités de l'institution, sera une bouffée d'oxygène pour les assurés sociaux. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants des grandes artères et carrefours du district d'Abidjan lancée le 5 août dernier est-elle vraiment suivie? Ces mendiants et vendeurs ont-ils effectivement quitté les lieux? Le préfet de région d'Abidjan s'est rendu sur le terrain pour faire le constat hier matin. Serge Gongoma et Chantal Akanda. Le carrefour de l'Indénié à Adjamé, le carrefour du canal du Bois à Trècheville, ainsi que celui de Williamsville sont entre autres les grandes intersections routières visitées par le préfet de région d'Abidjan. Ces grands carrefours sont aujourd'hui libérés de l'assaut des commerçants ambulants et mendiants, constate le préfet une semaine après le démarrage de l'opération de déguerpissement des mendiants et commerçants ambulants. Nous faisons le constat que tous les carrefours et les boulevards visités sont aujourd'hui sans encombrement. Nous n'avons vu aucun commerçant ambulant, même les mendiants. Et je pense que chacun a dû comprendre la portée de la décision gouvernementale, que ces commerçants puissent approcher les communes respectives, puissent approcher le comité de suivi pour s'insérer dans des circuits de distribution légaux. Le succès de l'opération est le fait du Centre de commandement des décisions opérationnelles, CCDO, en collaboration avec les commissariats des différentes communes. Nous avons fait un travail opérationnel avec le préfet de police où nous avons déterminé les carrefours importants. À ces carrefours, nous avons assigné certaines unités avec des officiers responsables. La mise en place se fait à 4h30, 5h du matin pour que les vendeurs nous trouvent sur place. Nous levons le dispositif aux environs de 22h. Certes, les principaux grands carrefours ont été débarrassés de ces mendiants et commerçants, mais certains se sont repliés sur des carrefours situés loin du centre-ville. L'arrivée des forces de l'ordre dans ces carrefours au cours des prochaines patrouilles les dissuadera certainement. Vous le savez, les mondiaux d'athlétisme se tiennent à Moscou en Russie. Muriel Aouré, l'athlète ivoirienne, a remporté sa première médaille d'argent du 100 mètres féminin le lundi. Sébastien Ounien nous fait donc le résumé de la 4e journée de ces compétitions. Le drapeau de la Côte d'Ivoire a flotté au stade de Moscou. Muriel Aouré a bien reçu sa médaille d'argent, la première dans un championnat du monde d'athlétisme. 12 août 2013, une date à ne pas oublier. Cette 4e journée a été également marquée par les demi-finales du 1500 mètres dames. Course basée sur l'endurance et la vitesse. Véritable bataille à 1 mètre de l'arrivée entre Bookman, l'Australienne, et Kipgon, la Kenyane. Les deux se qualifient pour la finale. La deuxième demi-finale, les places sont chères. La course devient donc stratégique. On se surveille de très près. Tout s'est donc joué dans le foulée. 4 minutes, 4 secondes, 66 centièmes
pour Abeba à Regaoui. Le lancer des disques homme a souri au triple champion du monde Robert Harding. Il ajoute après ce dernier essai un 4e titre à son palmarès. Un dernier jet bien soigné, 69 mètres 11. La 4e journée s'est achevée en beauté avec une médaille d'or au saut à la perche chez les dames. La victoire d'une grande championne, Elena Nzibaeva. Et les Russes, l'expérience a servi 4 mètres 80. Elle devient pour la 3e fois championne du monde. Dans l'actualité africaine au Mali, avant même la publication des résultats du second tour, son adversaire de l'élection présidentielle malienne, Soumaïla Cissé, a reconnu la large victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Cissé explique ici sa démarche. Accueil triomphal pour Soumaïla Cissé ce mardi. Ses partisans sont venus nombreux à ce rendez-vous avec la presse. Une mobilisation pour saluer l'esprit démocratique de leur candidat. Soumaïla Cissé a admis sa défaite malgré les preuves de fraude que dit de tenir son parti. J'ai regardé les taux de participation. Tout le monde sait que les taux de participation sont très faibles. Je regarde les taux de participation de Bamako. Au premier tour, il y a eu 57,89% de taux de participation. Au deuxième tour, on est à 57,03. Vous croyez vraiment qu'on a le même taux de participation? C'est quasiment le même taux de participation à Bamako le 28 juillet que le 11 août. Ça n'effraie personne? Moi, ça m'effraie. Ça veut dire qu'on peut voter tout simplement en restant tranquillement à la maison. Il n'y aura pas de crise post-électorale au Mali, ni de contestation des résultats, promet le candidat de l'URD. Pour ce qui me concerne, je ne poserai aucun acte. Je ne tiendrai aucun propos susceptible d'affaiblir mon pays ou de porter atteinte à la cohésion de notre nation. C'est au regard de la fragilité de la situation du pays que mes alliés et moi ne souhaitons pas ouvrir une page de contestation et d'instabilité au Mali. Alors nous déclarons solennellement accepter les résultats que le gouvernement proclamera. Je n'introduirai aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Fini donc le suspense. Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, sera proclamé vainqueur dans les prochains jours. Soumaïla Cissé, désormais soumis champion pour ses militants, l'a déjà précédé dans les honneurs. En bref, avant de refermer ce journal, Israël a libéré ce mercredi 26 prisonniers palestiniens à quelques heures de la reprise des négociations de paix à Jérusalem entre l'État hébreu et la Palestine. Dans le même temps, Israël accélère la colonisation dans la partie est de Jérusalem, partie occupée par la Palestine, en donnant son feu vert à la construction de plus de 900 logements. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur rci.ci. Merci beaucoup.